Bonjour à tous. Nous lançons ce programme de débat participatif entre des décideurs politiques, des décideurs dans tous les domaines de l'activité. Et ce programme, nous l'appelons Rendez-vous citoyen. Le principe est simple. Des personnalités vont à la rencontre du public et ce public se réserve le droit de leur demander plusieurs choses. Et à la faveur de ces législatives, voilà, nous recevons Madame la ministre de la Communication. Elle est candidate à Cocody sur la liste du RHDP. Madame la ministre, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour, Monsieur Angerman Niani, et c'est un plaisir de vous recevoir. Dans ce programme, nous allons aborder un certain nombre de questions. Ce programme est divisé en deux parties. La première, ce sera moi qui vais échanger avec vous. La deuxième qui sera beaucoup plus longue. Il reviendra au public de prendre un micro et de vous demander un certain nombre de choses relatives, bien évidemment, à votre candidature ici à Cocody. Mais déjà, une première remarque. Je vous vois inhabituellement dans un costume voilà, traditionnel. Bah écoutez, d'abord, ce n'est pas inhabituel, puisque je suis quand même une fille de ce pays, n'est-ce pas? Et de temps en temps, donc, je m'habille aussi en pagne, comme vous le voyez aujourd'hui. Ce qui est inhabituel, je dirais, c'est plutôt les bijoux que je porte. Les parures. La parure, voilà, c'est ça. Et cette parure-là est due au fait que j'ai été intronisée dans la génération des Tchagba. Et dans cette génération, il faut le dire, il y a donc 4 catégories. On a la catégorie Djéhou, on a la catégorie Dogba, on a la catégorie Agban et la catégorie qui est la mienne, Assoukro. Nous sommes à Abidjan. Hein? Nous sommes à Abidjan, tout à fait. Nous sommes à Abidjan et à Cocody. Voilà. Donc j'ai été intronisée dans cette catégorie-là. Ça veut dire que désormais, je fais partie de la grande famille Hatchan dans la catégorie des Assoukro. Ça veut dire que les Hatchans vous acceptent comme leur fille? Absolument. Ils m'acceptent comme leur fille, comme une de leurs alliées. Donc je fais partie de la famille aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi, Cocody? Cocody vient du mot Cocoli. Cocoli, en fait, c'est une rivière, hein, n'est-ce pas, limpide, claire, qui coulait donc devant le village de Cocoli, qui est en réalité Cocody Village. Et c'est ce nom de Cocoli qui a donné tout son nom à cette grande commune qui s'appelle donc Cocody. Aujourd'hui, on vous appelle Djakoubié. Djagoubié veut dire fille de Djagou. Voilà, c'est ça. Donc je fais partie de la grande famille Djouman. Et je suis dans la famille, donc il y a la grande famille Djouman et il y a la famille des Djagou. Donc je suis une fille Djagoubié. Vous voyez, je suis fille de Djagou. Alors, Madame la candidate, on est à Cocody. Vous êtes candidate voilà, aux prochaines législatives. Mais il y a une mandature, vous n'étiez pas à Cocody. Vous êtes même député d'Abobo. Pourquoi ce parachutage, comme on le dit dans le jargon de notre métier? Alors d'abord, je vous remercie de me poser cette question. Ça me permettra, je pense, de clarifier une fois pour toutes les commentaires, on va dire, peut-être de mes adversaires politiques, parce qu'en réalité, je pense que les populations... Ah, même du public? Bon, on verra, en tous les cas. Je pense que si le public pose ces questions-là, eux, par contre, c'est effectivement la curiosité. Pour comprendre. Pour comprendre, tout à fait. Mais en réalité, ce débat, qui est un faux débat, a été suscité d'abord par mes adversaires politiques. Ce que je réponds à cela, c'est de dire d'abord que lorsque nous étions en 2011, nous venions de sortir d'une crise politique dans notre pays, la crise post-électorale qui a été une crise très dure pour tous les Ivoiriens. Et à la sortie donc, de cette crise post-électorale, le président de la République a eu l'effectivité du pouvoir. Et dans ce cadre-là, nous avons été missionnés chacun pour aller donc compétir, n'est-ce pas, aux joutes électorales, notamment aux législatives. Alors lorsque j'y suis allée dans le cadre d'un commando que le président de la République avait mis en place pour la commune d'Abobo. Pourquoi? Parce qu'Abobo a beaucoup souffert donc, lors de cette crise post-électorale et le président avait besoin d'un commando. Il a estimé effectivement que je pouvais faire partie de ce commando. Naturellement, je m'en suis sentie honorée.
Et j'y suis allée, j'ai rempli ma mission avec beaucoup de cœur à l'ouvrage, avec fierté, dans la dignité et le respect donc, des populations d'Abobo qui m'ont fait confiance, n'est-ce pas? Qui m'ont fait confiance avec les autres parce que je n'étais pas sûre, j'étais pas seule, c'était une liste de députés. Nous avons donc été élus à Abobo, donc sur la liste du RDR. Et pendant les 5 ans qui ont jalonné donc, toute la mandature des députés, je me suis efforcée donc, de travailler au quotidien donc, avec évidemment les populations, en prenant en compte leurs préoccupations, en travaillant comme député à l'Assemblée nationale. Et même quand j'ai été nommée, par la suite ministre de la Communication, j'ai continué à travailler auprès des populations. Alors c'est donc une mission que j'ai accomplie, qui m'a été confiée par le parti politique et en tant que militante disciplinée, j'ai accompli cette mission. Donc cette fois-ci, le président de la République a décidé donc, que je vienne défendre les couleurs du parti à Cocody, terre qui m'a vu grandir, puisque j'y ai passé toute mon enfance, terre au sein de laquelle je réside également, puisque je réside ici à Cocody. Et je vis ici à Cocody, et cela depuis des années. J'y ai passé mon enfance, comme je viens de vous le dire. Et je m'en suis sentie également honorée. Évidemment, j'ai été proposée par le RDR en collaboration, et je veux dire en coalition, bien entendu, avec le PDCI et le MFA, au sein donc de la grande coalition du RHDP. J'ai été proposée au même titre que mon colistier, le docteur Daniel Nguessan-Joseph, qui lui-même est donc du PDCI. Et tous les deux, nous devons porter haut les couleurs donc, du RHDP. Et je m'en suis sentie honorée. Donc, c'est une mission que j'accomplis. Et chaque fois que j'accomplis une mission, je le fais avec détermination. Je le fais avec la plus grande conviction qui m'anime dans tout ce que je fais, avec passion et avec le dynamisme qui me caractérise. Seulement que votre présence à la tête de cette liste du RHDP à Cocody n'a pas fait que des heureux. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont sentis humiliés parce que je veux nommer très directement Yasmina Ouéa, qui est votre adversaire aujourd'hui, qui part en indépendant, même si elle appartenait jusque-là au RHDP. Alors, donc, il y en a qui se sont humiliés. Est-ce que vous avez le sentiment que vous venez piquer la place de quelqu'un ici? Se sentir humilié, d'abord, premièrement, je ne pense pas que Cocody soit la chasse gardée de quelqu'un. C'est la première des réponses que je peux vous donner. Et deuxièmement, humilié par rapport à qui? Et humilié pourquoi? Je viens de vous l'indiquer. Je fais partie d'un parti politique. Tout le monde ne le perçoit pas comme vous le dites. Dans un grand ensemble, puisque mon parti fait partie de ce grand ensemble, à savoir le RHDP, et nous avons été désignés, mon colistier et moi. Je pense que si un adversaire, pour ne pas citer de nom, estime avoir été écarté au profit d'un autre, que je sache, je suis du RDR. Donc, celle à qui vous faites allusion n'est pas au RDR. Donc, je pense que c'est quand même assez clair. Moi, je représente le RDR au sein donc, de cette grande coalition du RHDP. Et je m'en tiendrai à cela. Très bien. Des populations à Abobo se sont plaintes du fait que il y en a qui pensent que vous ne vous êtes pas assez, vous le disiez tout à l'heure, vous vous êtes battu pour Abobo, mais il y en a qui pensent que vous ne vous êtes pas très bien impliqué à leur côté à Abobo. Quand on vous a nommé ministre, vous êtes parti et ils ont senti cela un peu comme un grand vide. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à la réalité, puisque je suis toujours restée à Abobo auprès des populations, même quand j'ai été nommée ministre. Et je me souviens encore de la fête que j'ai parrainée, la première sortie d'une association qui s'est passée en 2012 lorsque j'ai été nommée ministre. Je venais d'être nommée ministre et cette association avait décidé donc de me prendre comme marraine de leur cérémonie. Et ils ont été surpris que bien qu'ayant été nommée, après plusieurs mois, j'ai décidé de venir quand même assumer la fonction qu'ils avaient, pas la fonction, en tout cas le parrainage de la cérémonie. Donc c'est pour dire qu'il y a eu cette cérémonie-là, il y en a eu d'autres, puisque nous avons mis en place un centre d'écoute à Abobo
Et dans le cadre de ce centre d'écoute, nous avons toujours entendu les populations. Elles sont venues vers nous, nous sommes aussi allés vers elles. Maintenant, ce que je peux comprendre dans votre question, c'est de dire que les populations estiment que je n'ai pas tout réglé. Mais en même temps, est-ce que humainement c'est possible? C'est pas possible. Est-ce qu'un député, nous sommes 6 sur la liste, hein, je vous le rappelle à tout hasard, nous sommes 6 sur la liste des députés à Abobo. Je pense que chacun a fait sa part. Moi, je parlerai de ce que j'ai fait auprès des populations. J'ai fait, en tout cas, le maximum. Et je ne pouvais pas tout faire. Donc, en 5 ans, c'était difficile de tout faire. Cette question me permet de rebondir sur ce que nous avons fait à Abobo. Nous avons aidé des femmes qui voulaient donc vendre du savon noir, qui était le savon traditionnel, la fabrication de savon traditionnel. Les femmes voulaient le vendre parce qu'elles n'avaient pas de revenus. Et donc, elles sont venues me voir. D'abord, elles étaient constituées en regroupement. Elles n'étaient même pas en association. Elles ont souhaité être en association. Et comme au sein de leur association, elles n'avaient malheureusement pas la possibilité, c'est des femmes qui sont analphabètes, elles n'avaient pas la possibilité de se constituer, d'avoir des statuts et tout. Elles m'ont demandé de le faire pour elles parce que je suis juriste de formation. Et nous les avons aidées avec un collaborateur qu'on a mis à leur disposition. Nous avons rédigé des statuts pour elles, elles ont déposé leurs statuts au ministère de l'Intérieur. Elles ont eu un récépissé. À la suite de cela, nous les avons aidées à trouver un financement. Et grâce à ce financement-là, on a pu financer leurs activités. Et ces femmes-là, aujourd'hui, vendent le savon noir, qu'on appelle communément chez nous Kabakuro. Ensuite, on ne s'est pas arrêté là. Il y a des femmes qui voulaient ouvrir des salons de coiffure, des coiffeuses, qui sont venues nous voir également, qui nous ont demandé de les aider. Et elles étaient déjà en association. Nous les avons également aidées. Elles ont pu ouvrir leur salon de coiffure. Et donc, dans le centre d'accueil que nous avons mis, de centre d'écoute que nous avons mis à la disposition des populations d'Abobo, nous avons mis plusieurs ordinateurs, plus d'une vingtaine, où les populations pouvaient venir, notamment les jeunes, pouvaient venir se connecter, puisqu'on y avait la connexion Internet gratuite. Et ce centre-là a été ouvert depuis que j'ai été donc élu député, comme une sorte de permanence. Et jusqu'à aujourd'hui, ce centre d'écoute et d'accueil existe aujourd'hui à Abobo. C'est pour vous dire que nous avons été toujours auprès des populations d'Abobo. Maintenant, évidemment, on ne peut pas faire l'unanimité, même si on le veut. On se dit ici, bon, il y a moins de problèmes qu'à Abobo. Vu les actions sociales que vous avez posées, est-ce qu'aujourd'hui, les populations d'Abobo, vous n'auriez pas été plus efficace encore auprès des populations d'Abobo qu'auprès des populations de Cocody? Probablement, mais comme je l'ai dit auparavant, vous savez, on appartient à un parti politique qui m'a missionné sur Abobo, qui me missionne aujourd'hui sur Cocody. Cela étant, je voudrais quand même faire aussi une petite précision qui est d'importance. On a coutume de penser que les problèmes d'Abobo sont différents de ceux de Cocody. Moi, j'ai fait le terrain. Ils sont quand même plus importants. J'ai sillonné, bien sûr, parce qu'il faut relativiser. Hein, toute chose, il faut garder donc, des proportions par rapport à toutes les difficultés et les préoccupations des populations. Alors, comme je le disais, j'ai fait le terrain. Je suis allée un peu partout sur Cocody. Et je me suis rendu compte, curieusement, et ça aussi, c'est peut-être une information que je vais vous donner, que les problématiques étaient les mêmes, à savoir le non-emploi des jeunes, le fait que les femmes n'ont pas d'activité génératrice de revenus, le fait que les parents se plaignent de ne pas pouvoir continuer à assumer, évidemment, les charges de leurs enfants qui ne sont plus en âge, n'est-ce pas, donc ce ne sont plus des enfants, tout simplement. Ce sont des adultes. Parfois, ils vivent dans la famille de leurs parents, enfin, dans la maison de leurs parents, avec femmes et enfants, à Cocody, ici. Donc, ça, c'est quand même une information qui est de taille que je veux vous donner. Donc, je me suis rendu compte que cette problématique d'Abobo existe aussi ici à Cocody. C'est quoi le sens que vous donnez à votre candidature ici aux législatives prochaines? Alors, d'abord, pour y répondre, je pense qu'il est important de revenir un peu sur le pourquoi et les raisons de mon entrée en politique. Parce qu'en réalité, ceci explique cela, et c'est le début et le démarrage de tout. Alors, moi, je suis rentrée en politique parce que je suis une femme de conviction. Je suis une femme déterminée, je vous l'ai dit. J'ai d'abord des valeurs. Et les valeurs auxquelles je crois, c'est d'abord la croyance en Dieu. Ça ne vous échappe pas que j'ai fait le pèlerinage à la Mecque, mais je mets la croyance en Dieu au-dessus de tout. Parce que
Cette croyance en Dieu, pour moi, va au-delà des religions. Lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on aime Dieu, on ne peut qu'aimer l'humain. On ne peut qu'aimer l'autre. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une parole, je dirais, de situation, parce que je cherche la voix donc, de mes concitoyens ici à Cocody. C'est profond, parce que c'est réellement ce qui a déterminé mon engagement politique. Donc cette croyance en Dieu, et au fait que si cette croyance en Dieu, et d'ailleurs même je crois que c'est le chemin naturel, quand vous croyez en Dieu, vous ne pouvez qu'aimer le prochain. Et quand vous aimez le prochain, les préoccupations de l'autre vous touchent et vous émeut et vous compatissez à ses préoccupations. C'est comme ça que ça a commencé. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais juriste de formation parce que je suis avocate. Et je l'ai dit dans une de mes premières interviews que j'ai données à Paris. J'ai dit que je suis venue à cette profession parce que j'avais envie de défendre la veuve et l'orphelin, ce qui est une réalité. Parce que j'ai de la compassion pour autrui. Et c'est cet amour que j'ai donc pour autrui qui m'a emmené sur ce chemin. Je me suis rendu compte, et sans que je le veuille moi-même, c'est pas comme si je me suis... j'ai fait, je dirais, j'ai forcé un chemin. Le chemin s'est dessiné tout seul. Et j'ai senti un appel. C'est cet appel-là qui m'a conduit à entamer le chemin donc, de la lutte politique. Et j'ai commencé donc à militer, d'abord en tant que sympathisante du RDR, ensuite lorsqu'il y a eu la crise politique dans mon pays, bien qu'étant, je dirais, confortablement installée à Paris, puisque j'exerçais à l'époque la profession d'avocat dans un quartier assez célèbre et connu, dans le 8e arrondissement de Paris, au 26 avenue Georges V. Mon cabinet était situé à cette avenue-là, qui jouxte l'avenue des Champs-Élysées, donc qui est connue de tout le monde. Je vivais, comme je vous disais, avec confort. Et lorsque mon pays a connu cette grave crise, je me suis sentie touchée à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis sentie secouée à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que j'estimais que je ne pouvais pas rester en dehors de cela, de cette situation que mon pays, et de cette crise que mon pays traversait. Donc je me suis sentie appelée et je suis rentrée. Et je me souviens que lorsque je rentrais, j'ai des confrères au barreau de Paris qui sont aussi donc des avocats ivoiriens d'ailleurs, et puis des avocats africains de plusieurs pays, qui m'ont dit « mais comment ça se peut ? Enfin, à l'époque, on se tutoyait, c'est des amis, qui m'ont dit « mais comment tu fais ? Pourquoi tu y vas ? Tu veux mieux vous rester ici, tu as ta vie, tu as ton mari, tu as tes enfants. Aller comme ça, c'est un peu une aventure. » Je leur ai dit « bon, c'est peut-être une aventure, mais en tout cas, je me sens concernée. Et je ne peux pas rester là et puis ne rien faire. Ce n'est pas possible. J'aurais tellement honte de moi. Et moi, je veux vivre en parfaite harmonie avec mon moi profond. Et mon moi profond me demande à ce que j'y aille. Et moi, je vais y aller. Donc, je suis venue. Et c'est pour vous dire que c'est ça d'abord, les valeurs qui m'engagent. C'est donc cette foi et cette croyance en l'autre. Et cette croyance aussi qu'ensemble, nous pouvons bâtir des lendemains meilleurs. Donc, je place évidemment ce mandat que je sollicite auprès de mes concitoyens dans le cadre de ces valeurs. Les valeurs donc, de l'amour de l'autre, de la compassion, du vivre ensemble, de l'union et de l'adhésion. Parce que sans tout cela, rien n'est possible. Mais vraiment, rien n'est possible. Excellence, vous êtes aussi député, j'en parlais tout à l'heure. Quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez été la cheville ouvrière d'une loi, la loi sur la famille. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'a pas véritablement impacté la société ivoirienne. Comment vous expliquez cela? Ah si, je vous contredis là sur ce point, parce que cette loi s'est parfaitement intégrée, je dirais, dans la vie politique et dans la vie tout court des concitoyens. Parce que je crois qu'il faut faire un distinguo. Les gens ont pensé au départ que cette loi donnait la possibilité aux femmes d'être le chef de la famille. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le sens de la loi. Si c'est ce qu'on recherche par rapport à cette loi-là, je crois que c'est peine perdue. On ne retrouvera pas la femme comme chef de famille. Mais en revanche, cette loi, elle a aidé en quoi? Elle a aidé en ce que, d'abord au sein de la famille, la femme soit prise en compte
de façon importante en ayant une part entière par rapport à la fiscalité. Donc il y a une baisse de la fiscalité au niveau du ménage. Ensuite, la femme se voit reconnaître effectivement le droit à l'autorité parentale qu'elle n'avait pas réellement sur l'enfant qu'elle met au monde. Et puis troisièmement, cette loi désormais permet à la femme de contribuer aux charges du ménage aux côtés de son époux. Donc il y a eu forcément un impact de cette loi sur le quotidien des populations ivoiriennes. Mais en réalité, il y a eu une désinformation au niveau des populations et même des députés. Parce que lorsque vous l'avez bien fait de le rappeler, parce que lorsque j'étais présidente de la Commission des affaires générales et institutionnelles, commission très importante à l'Assemblée nationale, puisque parmi les 6, c'est quand même la première commission, au sein de cette commission, nous avons fait un travail pédagogique. Nous avons d'abord expliqué cette loi avec tous les membres de la commission. Apparemment, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il a fallu justement, et ça aussi c'est le rôle du député, il a fallu que je l'explique aux populations. Donc nous avons fait des émissions télévisées pour l'expliquer aux populations, nous avons fait des conférences auprès donc, des étudiants pour expliquer le sens de la loi. Nous avons fait nous sommes allés voir aussi les religieux, donc les religieux chrétiens, les religieux musulmans, pour leur expliquer le sens de la loi, en leur donnant un argument qui était imparable. L'argument, c'est lequel? C'est de dire, voici des pays qui sont des pays voisins, notamment le Burkina, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Mali, qui ont voté cette loi, qui l'ont adoptée. Or, ces pays, quand on y regarde de près, sont beaucoup plus traditionnalistes que la Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas me dire que ces pays qui, bien qu'étant traditionnalistes, acceptent que la femme soit le chef de la famille, par exemple pour un pays comme le Mali, et que la Côte d'Ivoire soit à la traîne. Or, justement, ce n'était pas le sens de cette loi et ce n'est pas du tout ce que cette loi dit. Cette loi, en réalité, a posé des principes très clairs que je viens de vous évoquer. Et sur la base de ces arguments que j'ai développés, cette loi, elle a été approuvée par la commission à l'Assemblée nationale. Et ensuite, elle a été portée par la commission. Et c'est moi qui l'ai présentée donc, au niveau donc, de la plénière à l'Assemblée nationale en donnant tous ces arguments. Et à l'issue donc des questions qui m'ont été posées par mes collègues, les députés, cette loi a été adoptée. Donc aujourd'hui, elle est rentrée en vigueur depuis 2013. Très bien. Nous allons passer à la deuxième partie de ce programme en donnant la parole au public. Alors le principe est simple, ce sont des gens qui vont prendre le micro et qui certainement ont des préoccupations pour vous. Madame la ministre, être candidate à Cocody, où réside le président de la République, excusez-moi pour les termes, mais ce n'est pas un défi suicidaire, hein, madame? Alors pour répondre à la question, suicidaire, non, pourquoi suicidaire? Parce que si vous ne réussissez pas. Écoutez, quand on s'engage dans une bataille, on ne voit que la victoire. On se bat pour y aller. Maintenant, bien sûr, on gagne ou on peut ne pas gagner. Mais moi, j'y crois. J'y crois à ma victoire. Je me donne aussi les moyens d'y arriver. Et toutes mes forces sont, je dirais, concourent à ce but. Je me donne les moyens aussi pour aller donc vers la victoire. Et nous verrons effectivement le 18 décembre. Donc pour moi, ce n'est pas suicidaire. C'est plutôt un beau défi, c'est un beau challenge. Chaque fois que j'ai eu à affronter quelque chose dans ma vie, que ce soit des examens quand j'étais étudiante, que ce soit aujourd'hui des challenges politiques, ça a toujours été avec beaucoup de joie et avec une sérénité dans le cœur que je suis allée au-devant de ces défis parce que j'estime que dans la vie, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller avec courage. Très bien. Alors, on va demander si quelqu'un a une autre question. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent maintenant. Bonsoir Madame la Ministre, je me nomme Ouattara Nyeli Anisha, assistante de direction. J'ai une série de questions à vous poser. On chante partout que Cocody est cher, Cocody est difficile. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sur le terrain depuis quelques semaines. J'aimerais savoir si c'est le même constat que vous avez fait. Ensuite, savoir, vous avez essayé de répondre un tant soit peu à cette question, pourquoi vous avez quitté réellement Abobo? Est-ce parce que vous avez peur de défendre les 5 années passées dans cette commune? Et qu'est-ce qui a vraiment motivé votre choix? Merci, madame. Pour la première question, je vais y répondre rapidement.
et dire que vous avez raison, je l'ai constaté aussi, je suis allée au marché, dans mes visites, dans mes tournées, je me suis rendu compte qu'effectivement, les femmes se plaignaient de la vie chère. Parce que moi, je pourrais le dire. À la limite, on dira que je le dis parce qu'effectivement, je suis une femme. Mais je l'ai constaté. Bon, évidemment, là, je passe ma casquette donc, de membre du gouvernement pour dire qu'au niveau donc, du gouvernement, des mesures sont en train d'être prises, hein, bien sûr, pour qu'on puisse, je dirais, avoir des mesures pour lutter efficacement contre la vie chère, notamment en permettant de baisser effectivement le prix des denrées alimentaires. Le ministre Jean-Luc Billon, le ministre du Commerce, a travaillé avec les femmes du vivrier pour qu'on puisse mettre en place une structure qui permette effectivement aux femmes de pouvoir vendre, en tout cas déjà, avoir le vivrier sur tout Abidjan, parce que lorsque ça descend, vous savez, il y a à chaque fois, peut-être pas des taxes, mais en tous les cas, c'est difficile. Que les vivriers des zones où justement la culture se fait pour descendre sur Abidjan, ce n'est pas évident. Excellence, moi je vais rebondir sur la question de madame. Vous, députés, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour lutter contre la vie chère? Parce que c'est ça le problème. C'est peut-être aussi l'une de ses attentes. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que je disais tantôt. Il s'avère que je suis en même temps membre du gouvernement. Donc je pense que si je suis député, membre du gouvernement, vous comprenez la facilité que j'aurai à discuter avec mon collègue du commerce pour lui faire comprendre les préoccupations des populations par rapport à la cherté de la vie, en lui disant que la vie est chère, que les loyers sont chers, les loyers des maisons, parce que ça aussi c'est une réalité. Lui dire aussi, donc ça je ne parlerai pas au ministre du Commerce, hein, évidemment j'en parlerai au ministre donc, de la construction, mais faisons attention. Parce que tous les logements occupés par les populations n'appartiennent pas à l'État. C'est surtout des personnes privées. Donc, voir, et évidemment, dans le cadre peut-être du syndic, comment ces problèmes, ces préoccupations peuvent trouver des solutions. Donc, il faut avoir un député qui ait la capacité de pouvoir parler effectivement aux décideurs, que peuvent être, par exemple, le maire de la commune, parce que je rappelle, hein, à toutes fins utiles, que le député n'est pas un agent de développement local. Mais un député, lorsqu'il a une certaine autorité, peut parler au maire, un député peut parler au gouverneur, un député du district d'Abidjan, un député peut parler au ministre concerné par la question, comme Madame l'a soulevé. Un député peut également parler au Premier ministre, il peut même parler aussi au Président de la République. Mais quand ce député-là s'avère être en même temps ministre aussi, évidemment, la tâche est plus aisée parce que vous voyez le ministre 2 fois toutes les semaines, une fois en conseil de gouvernement et une autre fois en conseil des ministres. Pour répondre à la deuxième préoccupation qui a été soulevée par Madame, à savoir, est-ce que c'est parce que j'ai peur de mon bilan sur Abobo? Je viens de le dire très clairement. Vous voyez, je n'ai pas de difficulté par rapport à ça. Je suis fière du bilan qui a été le mien à Abobo et vraiment, j'en suis fière. Et on peut aller demander aux populations d'Abobo, évidemment, ça ne va pas peut-être être l'unanimité, mais les populations vous diront que j'ai été auprès d'elles. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi je viens réellement à Cocody? Je crois qu'il faut peut-être que je reprenne, comme on dit que la répétition est pédagogique. Peut-être qu'en reprenant, j'arriverai à convaincre vraiment madame. J'ai dit que j'étais donc en mission par mon parti politique. Mais une mission ne veut pas dire que quand on vous missionne, vous n'acceptez pas la mission. J'ai dit tout à l'heure que lorsque j'ai été missionnée sur Abobo, j'ai eu le cœur à l'ouvrage. Et j'ai accompli ma mission avec beaucoup de bonheur et vraiment beaucoup de joie. Et j'ai pris plaisir à travailler avec la population d'Abobo. Et elles m'ont fait confiance et je les remercie pour la confiance qu'elles m'ont donnée en son temps. Et aujourd'hui, je demande le suffrage des populations de Cocody. Et pareil aussi, je mène la campagne, vous voyez, avec beaucoup de foi et beaucoup de détermination, parce que c'est ça qui me caractérise. Et je suis sûre que si les populations m'accordent également leur suffrage, je mènerai les 5 ans de mon mandat avec beaucoup de détermination et de cœur aussi à l'ouvrage. Donc j'irai vers elles, comme elles viendront vers moi, et ensemble, nous allons essayer de résoudre les difficultés qui sont les leurs. Très bien. Nous allons prendre une troisième question de quelqu'un. Ah, ok. Il y a une dame. Je suis Passa Agathe, la présidente des femmes handicapées de Cocody. Vous êtes candidate à Cocody. Quels sont vos projets pour nous, les jeunes, qui, la plupart, sommes en chômage? Merci.
Comme je le disais tantôt, partout où je suis allée, je me suis laissé entendre dire par les populations que l'un de leurs problèmes majeurs, c'était celui-là, le problème du non-emploi des jeunes. Des jeunes qui aujourd'hui sont en âge adulte, qui vivent chez leurs parents, parfois même avec femmes et enfants. Pour les jeunes hommes et pour les jeunes filles, elles aussi, pareil, elles sont dans les difficultés. Et en fait, concernant les jeunes, il faut savoir qu'au niveau du gouvernement, il y a une agence qui existe, l'agence formation emploi pour les jeunes, qui permet de donner de la formation aux jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas suivi un cursus classique, n'est-ce pas, qui demandent à travailler dans plusieurs métiers, que ce soit les métiers dans la maçonnerie, que ce soit les métiers dans la plomberie, que ce soit les métiers de la menuiserie. Tous ces métiers-là, on voit aujourd'hui des jeunes qui sont formés sur le tas, mais qui n'ont pas en réalité la formation adéquate. Donc cette agence donne de la formation à ces jeunes et ensuite ces jeunes-là peuvent être intégrés dans le tissu socio-économique. Pour ma part, ce que je veux faire en tant que député, c'est de permettre à ce que dans tout Cocody, et ce ne sera pas spécifiquement pour des jeunes de telle ou telle localité, parce que Cocody a été subdivisé en plusieurs districts. C'est de permettre à tous les jeunes de tous les districts d'avoir un quota, n'est-ce pas, de jeunes que nous pouvons effectivement reverser à cette agence en insistant pour que ces jeunes reçoivent de la formation, s'ils n'ont pas une formation en adéquation avec ce qu'ils veulent faire, et ensuite permettre à ce que ces jeunes soient insérés dans le tissu social, comme je viens de l'indiquer. Maintenant, pour les jeunes qui, eux, ont déjà une formation qualifiante, mais qui ne trouvent pas simplement un emploi, c'est d'aider ces jeunes-là. Parfois, ils ne savent même pas faire un CV correctement. C'est d'aider ces jeunes, justement, à faire un curriculum vitae vraiment dans les règles et leur permettre effectivement de pouvoir envoyer ces CV-là, être auprès de ces jeunes pour cela. Et ensuite, permettre aussi à ces jeunes, par notre réseau, par les personnes que nous connaissons, qui ont la possibilité de pouvoir employer ces jeunes-là, permettre à ce que ces jeunes puissent avoir de l'emploi. Je ne dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes, en tout cas, nous allons nous y atteler. C'est ce que moi je dis, effectivement, à la jeunesse. Et madame m'a dit qu'elle était présidente, effectivement, des handicapés de Cocody. Je voudrais dire aussi que par rapport à la question des handicapés, nous avons des mesures qui ont été prises au niveau donc, de mon ministère en tant que ministre de la Communication. Et là, je porte la casquette encore de ministre pour dire qu'au niveau donc, du ministère de la Communication, nous avons estimé que les jeunes, les handicapés donc, en Côte d'Ivoire n'étaient pas suffisamment pris en compte, n'est-ce pas, au niveau donc, de la législation, qu'il fallait prendre des mesures pour les aider. Bien sûr, des mesures ont été prises au niveau donc, du gouvernement. Ça a été le cas au niveau du ministère de l'Emploi, au niveau donc, de la fonction publique, puisqu'il y a des handicapés qui ont été intégrés à la fonction publique. Au niveau donc, du ministère de la Communication, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons permis au sein donc, du gouvernement, nous avons permis à ce qu'une loi soit adoptée. Et cette loi, c'est la loi relative au régime juridique de la communication audiovisuelle qui permet que désormais, on puisse éditer, donc, on puisse diffuser pardon, le journal télévisé donc, en langage des signes pour que les handicapés puissent justement suivre le journal télévisé. C'est-à-dire que le journal est traduit. Il est traduit en langage des signes pour que justement les handicapés puissent être aussi, ceux qui sont malentendants, puissent pouvoir nous suivre. Aujourd'hui, c'est le cas juste pour le journal en langue. Ce n'est pas le cas pour toutes les émissions qui passent à la télévision. Donc nous voudrions que ce soit le cas, que ce soit généralisé. Merci infiniment et à très bientôt. Merci de votre participation également à ce programme. À bientôt. Merci beaucoup et bonne campagne.